Mystérieux, héros du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit. L'illustrateur John Howe a passé 15 ans à travailler sur les films de Peter Jackson tirés des romans de Tolkien. Il a décidé de trouver une réponse à ces questions. Aujourd'hui, la quête de John touche à sa fin. Mais après avoir exploré les légendes européennes qui ont inspiré Tolkien, il n'a découvert aucune trace des Hobbits. Lors de son dernier voyage, la figure du dragon s'est imposée à lui. Approcherait-il du but cette fois-ci? Son comparse, le médiéviste Leo Carothers, l'a dit, le temps est venu de se confronter au dragon. Le dragon est un thème récurrent dans les légendes anciennes. Aujourd'hui, les étudiants de l'association Tolkien Society se retrouvent au Eagle and Child, un pub situé à Oxford qui fut autrefois fréquenté par Tolkien et ses amis. À l'ordre du jour, une séance de lecture consacrée au dragon. Salut. Bonjour. Bien. J'ai apporté le retour du roi et la communauté de l'anneau. Et on a Bilbo le Hobbit. J'aime bien cette couverture. On en est où? Tolkien a rédigé un essai intitulé « Du conte de fées ». Ah ouais? Il y parle notamment des dragons. On adore tous les dragons. Tolkien aussi apparemment. Écoutez. J'ai une vraie passion pour les dragons. Bien sûr, je ne souhaiterais pas en découvrir un dans le voisinage. Cela menacerait mon quotidien tranquille et confortable. Je préfère profiter de cette quiétude pour m'imprégner d'histoire et de légendes en toute sécurité. Mais un monde qui envisage l'existence d'un dragon tel que Fafnir me semble plus riche et merveilleux que le nôtre, quel que soit le péril qui en découle. Pour l'illustrateur, quoi de mieux qu'un dragon dans le fond? C'est tellement beau, les possibilités sont tellement immenses, ça vole, c'est grand comme un avion long cours, ça crache du feu, ça a des dents, des écailles, des ailes, c'est extraordinaire. Donc visuellement, le dragon est un challenge absolument formidable, mais aussi derrière, et comme d'habitude, quand je trouve qu'une chose est intéressante d'un point de vue visuel, je me rends compte que d'un point de vue culturel, historique, mythologique, c'est passionnant. Donc on fait un dessin, finalement, on fait quelques traits de crayon, un peu de couleur, et on sait que derrière, il y a 1000 histoires à raconter. Et pour moi, le dragon symbolise ça par-dessus tout. Un très beau dragon. Ça nous plonge dans le monde des créatures fabuleuses, des trolls, des monstres. Toutes ces créatures anciennes qui viennent des légendes. Tolkien a écrit un important essai savant sur les contes de fées, dans lequel il disait « Ce fut dans les contes de fées que je devinai pour la première fois le pouvoir des mots et la merveille des choses. » Je pense que le mot « merveille » est important. Cet enchantement qui est le vrai sens de féerie pour Tolkien. Mais les fées pour lui, c'était pas simplement ces petites créatures ailées que l'on voit dans la littérature du 19e siècle, mais c'était plutôt des dragons, des trolls, des gobelins, tout ce qui appartient au monde enchanté des légendes les plus anciennes. C'est ce genre de choses qu'il a trouvé dans les textes. Je pense que ça vaudrait la peine de retourner là où il a passé des années d'étudiant, à Oxford, au collège d'Exeter. C'est là où il a étudié la littérature ancienne. Donc une remontée aux sources, peut-être qu'on va le trouver enfin, notre Hobbit.
C'est à l'université d'Exeter que John va poursuivre sa quête. Il y est accueilli par Amrit, un des membres de la Tolkien Society, une association d'étudiants fondée il y a 25 ans pour perpétuer le souvenir de l'écrivain. Sans attendre, Amrit conduit John à la bibliothèque qu'a fréquenté Tolkien entre 1911 et 1915. Joe, un autre membre de l'association, y a préparé une surprise pour l'illustrateur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. C'est donc ici. Oui, voici la bibliothèque que Tolkien a tant fréquentée pendant ses études. Elle a à peine changé depuis son époque. Il y a bien de nouveaux ouvrages, mais sinon c'est plus ou moins comme de son temps. On y trouve donc de nombreux livres qu'il a dû lire. Mais c'est dur de savoir lesquels. Voici la grammaire finnoise d'Eliot. Tolkien l'a empruntée lors de son premier trimestre à Exeter. Quand on regarde cette page, on trouve une de ses annotations. Fantastique. Là, dans la marge. Ce n'est pas très respectueux. C'est vrai. Aujourd'hui, nous combattons ce genre de comportement. Vous ne feriez pas ces choses-là, vous. Je ne dirais rien. Ou sinon, vous avez intérêt à devenir célèbre. Cette grammaire a beaucoup influencé Tolkien. Apparemment, elle lui a servi de fondement pour développer la langue des elfes du Seigneur des Anneaux. C'est donc cet ouvrage classique qui lui a donné l'impulsion. C'est intéressant qu'il ait emprunté ce livre dès son premier trimestre, avant même de se spécialiser en littérature anglaise. Cela prouve à quel point il était passionné par la linguistique. Il a sûrement commencé très tôt à créer ses propres langues. C'est extraordinaire et émouvant. C'est un point charnière de son parcours. Ce livre est un indice important pour saisir Tolkien et ses motivations. La grammaire finnoise utilisée par Tolkien il y a plus de 100 ans plonge John dans les mythes des pays du nord de l'Europe. Le Kalevala est une épopée mythologique finlandaise fondamentale pour l'écrivain. Avec le Kalevala, Tolkien découvrit un univers et des langues disparues qui allaient le marquer à jamais. D'autres œuvres le conduisirent ensuite plus loin dans sa découverte des légendes nordiques. John se penche désormais sur des textes du XIIIe siècle qui comptent parmi les plus importants récits des pays scandinaves, de la Norvège à l'Islande. Ce sont les Eddas. Ce qui semble être de plus en plus clair, c'est qu'on doit un peu changer de géographie et d'époque pour remonter encore un peu plus loin vers ce qui a dû inspirer Tolkien. Et il me semble que c'est le moment de quitter l'Europe continentale, quitter le Moyen-Âge, de remonter à des choses plus anciennes, plus païennes, et puis peut-être de prendre le bateau vers l'Islande. Quelque part en Islande, Nicolas Mezzalira, le conteur des enchantements de Merlin et des légendes du roi Arthur, a rendez-vous avec Véronique Favero, une jeune chercheuse française qui vit à Reykjavik. Elle est aussi passionnée par l'œuvre de Tolkien. Dans un paysage de boue en fusion et de vapeur de soufre, Nicolas retrouve Véronique pour nous faire partager la création du monde, telle que la raconte l'Edda. La légende dit que, au commencement du temps, il n'y avait que le néant. Il n'y avait ni la terre, ni le ciel très haut, il n'y avait qu'un grand abîme, béant. Au commencement était le vide. On l'appelle Ginnungagap. Et puis, deux mondes se sont formés. L'un au nord, Niflheim, l'autre au sud, Muspelheim. Le monde du nord était plein de glace, de givre, de froid glacial. Le monde du sud, c'était le feu, les flammes. Et quand les deux sont entrés en contact, la glace s'est mise à fondre. La glace s'est mise à fondre et a découvert le corps gigantesque de Ymir, le géant primordial. Et la chaleur faisant, il transpirait. Et de sa transpiration, sont sortis d'autres géants. Et puis la glace a découvert aussi une vache, Euvimla. Cette vache avait 4 fleuves de lait qui partaient de ses pieds comme ça, qui donnaient à boire à tous les géants.
Et puis elle-même léchait la glace. Et en léchant la glace, elle a découvert le corps d'un autre géant qu'on appelle Buri. Buri a eu un fils, c'est ce que nous dit la légende. Un fils qui s'appelle Bor. Bor lui-même s'est uni à une des géantes de Givre. Et de cette union sont nés les 3 premiers dieux. Vili, Vé et celui qu'on appelle Odin, le fameux Odin. Et ces 3 premiers dieux nordiques, les As, eh bien, ces 3 dieux-là ont fini par se retourner contre le géant Ymir. Ils ont fini par le tuer. Ils ont pris son corps et ils l'ont ramené au-dessus du gouffre primordial, Ginnungagap. Et avec le corps du géant Ymir, ils ont créé la Terre. Ensuite, ils ont pris son sang. Ils ont créé les lacs, les rivières et la mer qui ceinturent la Terre. Ils ont pris ses os pour faire les montagnes. Ils ont pris son crâne pour faire la voûte céleste. Et puis, il y avait quelques braises qui étaient comme ça en suspension dans l'air. Ils les ont attrapées, ils les ont jetées au ciel pour créer les étoiles. Et finalement, ils ont pris les cils du géant Ymir. Et avec ces cils, ils ont fait une barrière de protection tout autour du monde qu'ils ont appelé Midgard, qui veut dire la terre du milieu. La suite, Véronique, elle nous dit qu'une fois que la terre du milieu a été créée, les 3 dieux ont trouvé 2 troncs d'arbres. Un tronc de frêne et un tronc d'orme. Ils ont pris le tronc du frêne et ils l'ont façonné pour créer le premier homme, qu'ils ont appelé Ask. Ensuite, ils ont pris le tronc de l'orme et ils l'ont façonné pour créer la première femme, Embla. Et voici comment la terre du milieu a été peuplée par les hommes pour la première fois. Et les dieux s'en sont allés. Ils sont allés au point le plus haut du ciel. Créer un autre royaume, le royaume des As, le royaume des dieux qu'on appelle Asgard. Et ils ont créé un pont extraordinaire, un pont arc-en-ciel qu'on appelle le Bifrost, pour relier Asgard à Midgard. Ainsi, les dieux scandinaves ont créé Midgard, la terre des hommes, aussi appelée la terre du milieu. Un concept que le jeune Tolkien n'oubliera pas, car il représente une source inépuisable pour son imaginaire. Bientôt, il le peuplera de nains cupides, de trolls menaçants et de bien d'autres êtres singuliers, inspirés des mythes de l'Edda. En fait, le récit que tu nous as fait tout à l'heure de la création du monde, ça vient de 2 textes qu'on appelle les Eddas, un poétique, l'autre en prose. Et dans l'Edda poétique, entre autres, il y a ce texte qui s'appelle la Voluspa, le dit de la prophétesse, qui raconte la création du monde, les dieux, etc. C'est des textes sur lesquels Tolkien a beaucoup travaillé, parce que Tolkien, on sait qu'il était très intéressé par les langues germaniques, surtout le vieux norrois, la langue des anciens scandinaves. C'est dans cette langue, bien sûr, que sont rédigés les Eddas, et Tolkien a commencé à travailler là-dessus par lui-même, dictionnaire, grammaire, tout ça, en lisant les Eddas. Et alors, Véronique, qu'est-ce que tu verrais comme lien entre la mythologie scandinave et puis les écrits de Tolkien? La terre du milieu, on est Voilà, là. effectivement. La terre du milieu, c'est le monde de Tolkien, qui est repris de l'Edda. Et il y a tous les noms des nains aussi, les nains qu'on trouve dans la Voluspa. On a toute une liste de noms de nains. Voilà, il y a un tel, un tel, un tel, un tel. Et Tolkien a été pioché là-dedans, les noms des nains qui apparaissent dans Bilbo le Hobbit. Sa propre mythologie, en fait. Voilà, parce que la création de Tolkien part des langues, en fait. Il a commencé à inventer des langues quand il était gamin, et lui, il a vraiment voulu créer tout un panel de langues. Et pas seulement une langue à un état précis de son histoire, mais au contraire toute son évolution. Comme si on prenait depuis le latin jusqu'au français, la façon dont cette langue a évolué. Toute l'épaisseur historique un peu. Voilà. Mais en faisant ça, il s'est bien rendu compte que pour qu'une langue ait une histoire, il fallait qu'il y ait des gens qui la parlent. Donc il fallait peupler cet univers. C'est ce qui se passe dans le Silmarillion. Alors le Silmarillion, c'est aussi un récit de genèse, de création du monde. Le Silmarillion, c'est le premier texte de Tolkien qui vient avant Le Seigneur des Anneaux, et c'est le texte de Tolkien qui est le plus inspiré par les Eddas, par la mythologie nordique, etc. C'est aussi un récit où on découvre la naissance des elfes, la venue au monde des hommes, et la façon dont ces langages vont évoluer. C'était une œuvre qui était pour lui, à ses yeux, beaucoup plus importante que
que Bilbo, que le Seigneur des Anneaux. En fait, Bilbo est venu bien après. Quand il a commencé à écrire Bilbo, c'était pour ses enfants. Et il savait, même pas lui-même au début, que ça se rattachait au même corps de légende. Et puis petit à petit, dans Bilbo apparaissent des nains, des elfes, et Tolkien s'est dit, mais en fait, ce que je suis en train de raconter, c'est une histoire qui se passe dans ce monde plus large que j'ai créé. C'est rattaché, c'est la même histoire globale, voilà. Le Silmarillion joue un rôle important dans Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est le passé ancien. Les personnages parlent tous d'un passé très lointain, et surtout les elfes, ou même Aragorn, qui chantent des chansons anciennes, des légendes. Cela veut dire que pour tous les personnages du Seigneur des Anneaux, il y a un passé. Et ce n'est pas simplement un passé d'un siècle, c'est un passé de milliers d'années. Et cela donne une profondeur au texte, un sens qu'il y a une véritable histoire ancienne. Tolkien regrettait énormément que l'Angleterre n'avait pas une mythologie à elle-même, qui ressemblerait par exemple à la mythologie nordique ou la mythologie de l'Antiquité gréco-latine. Et il voulait créer en quelque sorte une mythologie qui expliquerait l'origine de l'Angleterre, l'origine du peuple anglo-saxon, et en l'écrivant, c'est devenu ce qu'il a appelé le Silmarillion, une grande œuvre qu'il n'a pas eu le temps de publier de son vivant. Alors on est sur la piste là, on se rapproche quand même, on a une source primordiale de l'œuvre de Tolkien, on a des nains, on a des elfes. Je sais que les trolls sont pas très loin, on est quand même en Islande, au pays des trolls. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui aurait, selon toi, qui pourrait se rapprocher le plus du Hobbit dans ces mondes nordiques, là? Alors, peut-être pas dans la mythologie scandinave en soi, mais on a dit que ce qui intéressait Tolkien dans les Eddas, c'était avant tout la langue. Il y a un autre texte qui rentre dans ce cadre-là, écrit en vieil anglais, c'est Beowulf. Beowulf, c'est l'œuvre majeure du vieil anglais. On date à peu près du milieu du 8e siècle. Tolkien l'a traduit et il a écrit un essai qui a vraiment révolutionné la façon dont on s'intéresse à ce texte-là. Donc Beowulf, c'est l'histoire de ce héros, qui s'appelle Beowulf, qui est appelé à la rescousse par Hrothgar, le roi des Danois en fait. Parce que ça se passe au Danemark, Beowulf. Et Hrothgar a un problème, parce qu'il s'est fait construire une halle magnifique, une salle de banquet, de réception, où il invite tous ses hommes, et où ils boivent de l'hydromel, ils chantent, etc. Ils font la fête. Et ça ne plaît pas du tout à une créature assez étrange qui s'appelle Grendel, qui débarque la nuit et qui attaque les hommes, qui les tue, et Hrothgar n'arrive pas à s'en débarrasser. Personne n'a le courage de s'attaquer à cette créature, jusqu'à ce que Beowulf débarque. Il se débarrasse de la créature. Cette créature, elle est très intéressante pour comprendre Tolkien, parce que on est vraiment pas très loin de Gollum en fait. Déjà Gollum, Grendel, on voit bien que le nom est un petit peu similaire. Et puis donc ce poème en vieil anglais nous raconte la façon dont Beowulf poursuit la créature jusque dans son repère, un monde souterrain, dans une grotte très très profonde, où le héros doit descendre, limite une descente aux enfers là, dans un monde qui est aussi aquatique, parce qu'il y a un lac, il faut traverser le lac pour arriver à atteindre la créature, etc. Quand on parle de grottes, de lacs souterrains, on pense bien sûr à Gollum et à ce chapitre où Bilbo rencontre Gollum dans la montagne. Ouais, un être un peu attachant aussi, malgré tout, quoi. C'est vrai que j'ai dit que Grendel était une créature monstrueuse, mais en même temps, il est assez pathétique. Notamment, Beowulf, le héros, il arrache l'épaule à main nue. Et Grendel fuit complètement apeuré. On est dans quelque chose qui évoque la pitié. Ça nous ramène effectivement à Gollum, hein, qui... Bon, il a ce caractère monstrueux, mais en même temps, c'est un hobbit dégénéré, c'est Sméagol à la base. Et il nous fait aussi un petit peu pitié. Donc on se rapproche bien du Hobbit, mais... Sméagol est un hobbit au départ, mais il est quand même très aliéné.
Avec Grendel, on est peut-être proche de Sméagol, mais on n'est pas proche du Hobbit dans ses champs, dans la verdure, tout ça, non. Pas ce Hobbit-là, en tout cas. Pas le Hobbit de la comté, non. Ainsi, l'Islande, pays de mythes nordiques où vivent les trolls, n'est pas encore celui où John trouvera les hobbits. Il a parcouru la terre à leur recherche, a interrogé Merlin l'Enchanteur dans la forêt de Brocéliande, rencontré le roi Arthur dans son château de Tintagel et le chevalier Siegfried au bord du Rhin. John a ouvert bien des livres de légendes et a pu s'approcher ainsi du grand conteur qu'était Tolkien. Il a partagé avec lui les enchantements des mythes de la vieille Europe, jusqu'à comprendre la mythologie que l'écrivain a imaginée pour son propre pays, l'Angleterre. Mais cela a-t-il suffi à John pour découvrir l'origine des hobbits? Sa quête va-t-elle pouvoir se terminer? John, vous avez parcouru toute l'Europe à la recherche des hobbits. Vous êtes de retour à Oxford. Qu'avez-vous trouvé? Les ai-je trouvés? Pour être honnête, cela a été un long voyage à travers l'Europe. J'ai découvert des mythes, des légendes et des cultures, et me revoilà à la source. Au fond, j'ai un peu tourné en rond, car il n'y a aucune trace des hobbits. Vous allez nous raconter tout ça? Je pense que dans l'univers de Tolkien, il y a une seule créature qui n'a pas d'origine mythologique. Il s'agit des hobbits. Oui, cela semble plausible. Si on se penche sur Bilbo le Hobbit, Smaug est l'équivalent de Fafnir. Les nains ont tous des homologues dans les Eddas. Mais il n'existe rien de semblable aux Hobbits. C'est peut-être parce qu'ils sont directement issus de l'imagination de l'auteur. Il a dû les concevoir dans un moment de rêverie alors qu'il corrigeait des copies. D'ailleurs, c'est ce qu'il semble dire dans ses correspondances. Tout à fait. C'est ici. Pour autant que je me souvienne, l'écriture de Bilbo le Hobbit a commencé alors que je corrigeais des copies. C'est une tâche ingrate qui incombe aux professeurs d'université infortunés qui doivent subvenir aux besoins de leur famille. Sans savoir pourquoi, j'ai griffonné sur une feuille « Dans un trou vivait un Hobbit ». On dirait bien qu'ils sont issus de son subconscient. Au fond, j'ai tout du Hobbit, sauf la taille. J'aime les jardins, les arbres et les bocages. Je fume la pipe et j'apprécie la bonne chair, non surgelée, mais je hais la cuisine française. Je porte même volontiers des gilets en tweed. J'adore les champignons fraîchement cueillis. Mon sens de l'humour est simple, il lasse même mes plus fervents admirateurs. Je me couche tard pour me lever tard quand c'est possible. Je voyage peu. Vous pensez que les hobbits ressemblent à Tolkien ou que c'est lui qui a fini par se rapprocher d'eux? Quand j'étais plus jeune et que j'ai lu Bilbo le Hobbit, ces créatures m'ont tout de suite plu. Ce sont de petits êtres capables de réaliser des choses extraordinaires et de vivre de grandes aventures. Peu importe leur connaissance du monde ou leur expérience, ils arrivent à leur fin. Les Hobbits sont un point d'entrée dans la mythologie imaginée par Tolkien. Nous accompagnons Bilbo et voyons cet univers à travers son regard. En fait, selon vous, nous découvrons ce vaste monde de légendes et de mythes comme l'un des leurs. Vous êtes donc tous des hobbits. Je suis en compagnie de 4 charmants hobbits. C'est super. Ils représentent un point de vue, une fenêtre. C'est un hublot par lequel nous observons cet univers. Et c'est même davantage. C'est une porte d'entrée, une invitation à l'aventure. Voilà donc leur rôle. Exactement. Au fond, les hobbits représentent les gens ordinaires dans une situation hors du commun. C'est brillant, car ce qui les définit le plus est leur aspect casanier, conservateur et peu curieux du monde extérieur. Mais ils ont une particularité. Ils sont capables de réaliser des choses exceptionnelles quand la situation les y contraint. J'ai bien fait de revenir ici.
Merci. À bientôt. Alors, tu l'as trouvé, ce fameux Hobbit? On a trouvé, mais finalement, on a trouvé bien autre chose que ce qu'on pensait trouver tout au départ. À quoi ressemble-t-il, le Hobbit? Finalement, il ressemble à toi et à moi. Ça veut dire que nous sommes des Hobbits? Des hommes ordinaires, mais au milieu d'une histoire extraordinaire. Donc, au milieu de ces dragons et de ces trolls et de ces gobelins, le Hobbit s'est mis sur tout le monde. La grande mythologie, les grandes légendes n'ont pas de place pour les gens ordinaires. La meilleure façon d'entrer dans ce monde merveilleux, c'est de s'y trouver une place. Et c'est ce que nous offre Tolkien. Finalement, c'est dans la tête de Tolkien qu'il fallait chercher ce Hobbit. Donc c'est la fin de la quête. C'est presque la fin de la quête. J'ai une toute petite chose encore à faire. D'où viennent les Hobbits? Où l'écrivain Tolkien a-t-il trouvé ce petit peuple mystérieux